Bon bah Nessim, merci de me recevoir ici. On est où d'ailleurs? Dis-moi, on est où? On est à 1900 mètres d'altitude sur la route du lac Goulmine, plus haut lac, un des plus hauts lacs du continent africain. D'accord, donc on est en Algérie, en Kabylie, c'est ça? En Algérie, en plein cœur de la Kabylie, dans le Durdura, Dans le Durdura. La partie ouest du Durdura. Voilà. D'accord. Avant de commencer cet épisode, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à ceux qui ont sponsorisé en 2024 l'ascension du Lhotse par Nessim Hachechi. Un immense merci à Mohamed Cherif de Backup et à Ali Chenouna d'Afriway pour leur engagement et leur soutien précieux. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, car mon invité, en plus de répondre à mes questions, tentera de relever le challenge footballistique 5 tirs pour 5000 points, afin de décrocher le maillot de son club préféré. Ce podcast est sponsorisé par AI2S, courtier télécom B2B, qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises à dénicher les meilleures solutions proposées par les opérateurs français. Bon, en tout cas, là, aujourd'hui, on est là. Je suis venu avec toi m'entraîner. Merci pour cette petite excursion, c'est super gentil. Et donc, toi, Nessim, ceux qui ne te connaissent pas, on sait que tu as fait plusieurs montagnes. Est-ce que tu peux te présenter auprès de Alors, des personnes c'est Nessim Hachechi, 35 ans, habitant d'Alger. Même si, j'ai quand même une grande histoire avec ces montagnes, le Durdura. Grosso modo, j'ai fait à peu près, on va dire 100 sommets en Algérie et dans le monde. 100 sommets, voilà. D'accord. En Algérie, j'ai fait pratiquement toutes les montagnes, que ce soit dans le Durdura, dans les Aurès, dans le Hogar, le Tassili et tout. Le Wincharis aussi, le Hazanis. À l'étranger, alors j'ai fait le Kilimandjaro d'abord en 2022. C'était mon premier grand sommet à l'étranger. Ensuite, d'accord, donc là, le Kilimandjaro, je crois que c'est le plus haut sommet d'Afrique. Voilà. En Tanzanie, il fait à peu près 5800 mètres. 5800 mètres, voilà. D'accord. Ensuite, j'ai été un des premiers Algériens d'Algérie à faire un sommet himalayen. C'était en septembre 2022, le sommet Merapic, 6500 mètres. Ensuite, en mars 2023, le 19 mars d'ailleurs, le jour de la fête de la victoire, j'ai fait le plus haut volcan du monde, le Nevado Cerros del Salado au Chili, presque 7000 mètres. Ensuite, en septembre 2023, j'ai fait 2 sommets en Inde qui s'appellent Kangyadze 1 et 2 à 6500 mètres. Donc ça, c'est le plus haut volcan du monde, je crois, c'est ça? Non, le Nevados Ojos, c'est le plus haut volcan. Okay. Ça, c'était des montagnes que j'avais faites en fait pour me préparer à ce qui est venu cette année. D'accord. Qui me permet donc de parler de ma toute récente ascension, l'ascension du Lhotse, 4e plus haute montagne du monde. Merci. 8500 mètres et probablement une des montagnes les plus difficiles au monde. Vas-y, c'est parti. Allez. Ouais, bravo, 1000. Ouais. Donc le Lhotse, d'après ce que j'ai compris, donc c'est au Népal, voilà. C'est juste en dessous l'Everest, exactement. À 300 mètres de 300, voilà. 300 mètres en termes de hauteur. Mais si jamais on devait prendre les deux montagnes, je dirais, allez, une dizaine de kilomètres entre eux. Justement, moi, la première fois que je t'ai posé la question, quand tu m'as dit que pour monter l'Everest, il fallait un certain temps, en général c'est 1 mois et demi. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que souvent c'est une question qui revient, pourquoi 1 mois et demi pour monter 8500 mètres? C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Ou 8849 mètres, c'est l'Everest. C'est l'Everest, exactement. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais il faut savoir une chose, cette distance est due à 3 facteurs principaux. Le premier, c'est que, déjà, pour arriver au camp de base, il faut quand même une semaine de marche. D'accord, donc ça, on est à 5300 mètres. 5300 mètres, d'accord. Ensuite, il y a à peu près une dizaine de jours d'entraînement. D'accord. Donc une fois qu'on est au camp de base, on doit déjà se reposer, permettre au corps de s'acclimater à l'altitude et surtout réviser ses bases en escalade rocheuse et glaciaire. D'accord. Voilà, qu'on aura besoin après dans l'ascension finale de l'Everest. D'accord, donc les 5300 mètres, au départ, c'est plus rocheux avant d'être glacier, voilà, c'est ça. À partir de 5300, on rentre pratiquement à 90% dans de la glace. D'accord, voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des rotations. Qu'est-ce que c'est qu'une rotation? C'est le fait de monter, par exemple, à 6500 et de redescendre au camp de base. D'accord. Le but de cet exercice, c'est tout simplement de permettre à notre corps d'absorber ou bien d'accepter le manque d'oxygène. Il faut savoir qu'à 5300 mètres, il a déjà beaucoup moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui sont mal préparées, qui font ce qu'on appelle le mal aigu des montagnes. Le mal aigu des montagnes, c'est tout simplement une défaillance du corps à cause du manque d'oxygène, qui provoque des mal de tête, des vomissements, des étourdissements, des vertiges, et qui peut aller dans les cas les plus sévères à l'œdème pulmonaire et cérébral, qui provoque donc la mort. Voilà. Donc, on fait plusieurs rotations, généralement c'est 1, 2, voire 3 rotations. On revient au camp de base, on se repose
et on entame l'ascension finale d'un trait qui prend à peu près une semaine. Donc c'est pour ça ce qui explique la durée qui est nécessaire pour faire toute cette ascension. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, parce que bon, j'imagine quand tu fais le Lhotse, tu as dû avoir, à mon avis, pendant 1 mois et demi des moments de doute. Est-ce que tu en as eu? Et comment tu as fait pour aller... Est-ce que tu en as eu des moments de doute? Donc là, c'est bon. Oui. Ah Dommage. Oui, un peu. C'est vrai que la plupart du temps, c'est peut-être Wes-Wes, beaucoup plus. Le Wes-Wes, ouais, voilà, si on va y arriver, je vais mourir, il y aura des chutes, il y aura ceci, il y aura cela. En fait, moi, je conseille toujours aux gens de faire un petit peu comme font les militaires. Le militaire, il pense avant le combat, mais pendant le combat, il ne pense pas en fait. Il fait juste l'action, il fait ce qu'il a à faire. D'accord. Et il y pense après. Donc, quand j'ai des moments de doute, c'est vrai que des fois, le doute peut prendre le dessus, mais j'essaye toujours de me concentrer sur l'action. Et pour moi, quand on doute, il ne faut pas penser, il faut agir. Il faut agir, quoi. Il faut agir, c'est ça. Il faut se lancer dans le bain, quoi. Donc 5300 mètres, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, tu montes, tu descends et ensuite vous montez ensuite, on monte d'un coup du camp de base voilà, jusqu'à 8500, 8800, ça dépend si on fait. Et justement, cette fameuse dernière ascension, ensuite, on arrive donc là à 1 mois, c'est ça? Et ensuite, tu mets combien de temps pour monter? Une semaine. Du camp de base au sommet en une semaine, en un trait, c'est une semaine. D'accord. Voilà. Donc après que tu es acclimaté, etc. Donc là, on est à 5300. Et ensuite, vous montez tous d'un coup. Est-ce que tu peux expliquer aussi, parce que comme tu m'avais expliqué aussi à moi, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de morts malheureusement. Exact. Qu'est-ce que tu risques quand tu fais l'Everest aujourd'hui, on va dire? Je dirais il y a 4 risques principaux. Le premier, comme je l'ai dit, c'est le mal des montagnes. D'accord. Le mal des montagnes, quand bien même on est un peu habitué, mais tu ne peux pas vraiment savoir comment est-ce que ton corps va réagir le jour J. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est tout simplement les avalanches et les chutes de sérac. Les chutes de sérac, c'est les chutes des gros blocs de glace qui sont juste après le camp de base, dans ce qu'on appelle le glacier du Khumbu. D'accord. La troisième, c'est les chutes tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on a une corde, qu'on a une sécurité, mais le risque zéro n'existe pas. Et malheureusement, l'année 2024, j'ai eu un de mes camarades alpinistes qui est mort, qui est décédé à cause d'une chute justement. D'accord. Le quatrième, c'est... la chute, en fait, parce qu'il était sur la crête. Il était sur la crête, il a voulu doubler les gens qui étaient présents, il a enlevé sa sécurité, il s'est décroché, et au moment où il est passé sur la petite corniche de glace, elle est tombée. Et il est tombé avec, malheureusement. Et il a amené avec lui son guide, d'après ce que j'ai compris. Exactement, malheureusement. D'accord, voilà. Ok. Et en fait, tu descends et quand tu as une chute, c'est une chute de... c'est une chute de 3000 mètres, 4000 mètres. 3000 mètres, d'accord, ok. Ça rigole pas vraiment. D'accord. Parce que souvent, si on me pose la question, sur cette crête, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu as le Népal d'un côté et la Chine de l'autre. Voilà, exactement. C'est vraiment la frontière entre les deux pays. D'accord, la frontière entre les deux pays. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as eu des moments de peur? Est-ce que tu as eu peur à un moment donné? Oui. Peut-être face à l'action, justement. Le dernier jour, le jour de l'ascension, d'ailleurs, j'invite les gens à aller le voir sur mon TikTok, Algerian Climber. Il y avait une tempête, mais inimaginable, phénoménale. Là, je peux vous dire que j'ai senti la mort. J'ai senti la mort rôder, oui. D'accord. C'est-à-dire, c'était quoi que tu sens, c'est une sensation où tu as l'impression que tu ne vas jamais en revenir vivant et qu'il n'y a pas de solution en fait. Et ton corps est plus qu'au-delà de ses limites, plus que ça. D'accord. C'est quelque chose que... Et là, c'est plus physique, c'est moral. C'est moral. Il faut trouver les ressources, c'est le moral qui guide le physique parce que le physique, il est complètement HS, hors service. D'accord, donc comme tu arrives à la fin... Et en plus, ce jour-là, tu m'as dit qu'en fait, il y avait une tempête. Et il fallait surmonter la tempête. Incroyable. D'accord. Et comment tu gères la respiration, justement, à ce moment-là? Parce que là-haut... Alors, la respiration, il n'y a pas grand oxygène. Bon, on était aidé, bien sûr, par des bouteilles d'oxygène. On t'apprend à respirer avec la bouteille d'oxygène. Mais le tout, c'est de ne pas être trop nerveux. Parce que plus on est nerveux, moins on va respirer correctement. Et donc le rythme respiratoire sera instable et donc ça se sentira sur l'effort. Il faut essayer d'être le plus zen possible, essayer de maîtriser sa respiration le plus possible, que ce soit en phase de quand on absorbe bien, quand on rejette l'air. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais il faut le maîtriser globalement. Voilà. Il faut le maîtriser. Voilà, bien sûr. D'accord.
Et est-ce que y a des personnes qui ont monté qui ont monté le Lhotse là du coup, parce que voilà, on parle du Lhotse, sans la bouteille d'oxygène? Atteindre un sommet de 8000 mètres sans l'oxygène, c'est, comment dirais-je, le stade ultime de l'alpinisme. Et c'est réservé quand même à un petit pourcentage des alpinistes mondiaux. Voilà. D'accord, très bien. Et tu m'as dit aussi qu'il y avait une personne qui carrément, quand il est arrivé là-haut, il a enlevé ses gants et je crois qu'il était tout bleu là, c'est ça? Oui, l'ivresse de l'altitude. Le manque d'oxygène, c'est comme si on prenait une substance, de la drogue ou de l'alcool, et ça impacte sur le système nerveux et ça peut provoquer des réactions de délire. Donc effectivement, l'alpiniste qui était avec moi quand même est passé pas loin de sérieux dommages. D'accord. En fait, en gros, il a enlevé ses gants, il avait... Et il a eu ce qu'on appelle les engelures. D'accord. Voilà. Et du coup, même aujourd'hui, il a encore la marque? Oui, il a encore les séquelles. Ouais. Il a encore les séquelles. D'accord. Voilà. Nessim, donc Lhotse 2024, et j'imagine que maintenant, tu veux partir faire l'Everest d'après ce que je comprends. Oui. Écoute, j'ai fait le 4e plus haut sommet du monde. Là, je suis tout près de titiller le 1er sommet. D'accord. Donc, je veux continuer sur ma lancée tout simplement. Ouais. Oh, dommage. Pourquoi je veux le faire? Pour plusieurs raisons. Bon, je ne vais pas parler tout de suite de mes raisons personnelles, mais je vais parler des raisons, si tu veux, pour le pays. Il faut savoir que jusqu'à présent, aucun Algérien d'Algérie n'a posé le drapeau national sur l'Everest. D'accord. Poser le drapeau national sur l'Everest, ce n'est pas simplement un exploit sportif. C'est la preuve que cette nation a les moyens, a les capacités, a des hommes qui sont capables de poser son drapeau sur le plus haut point du monde. Donc c'est éminemment symbolique. Il faut savoir que durant les années 50, les Anglais, les Russes, les Américains, les Français se disputaient l'Everest autant qu'ils se sont disputés la Lune après. D'accord. Donc il faut savoir qu'ils ont dépensé des millions de dollars pour ça, pour préparer les expéditions et pour avoir le plus d'alpinistes dans l'Everest. Parce que c'est symbolique. On est dans une année ou dans une phase où l'Algérie veut s'exporter dans le monde, veut montrer son soft power. Exactement. Et je trouve que rassembler ces énergies-là autour de ce projet, ça peut être une concrétisation magnifique de cette tendance. Si je peux tout modestement, moi, l'incarner et être peut-être un petit exemple, pourquoi pas? Bien sûr. Je suis prêt à le faire. Je comprends. Et justement, l'Everest, je sais que c'est un certain montant qui est assez important. D'ailleurs, l'année dernière, tu n'as pas pu faire l'Everest. Malheureusement. Même s'il y a eu on a beaucoup communiqué sur ce sujet-là. Donc là, aujourd'hui, en gros, on recherche des sponsors. Je ne sais pas si vous nous regardez. En gros, on recherche des sponsors pour Nessim, pour qu'il puisse faire l'Everest. Le montant, il est de combien? Allez, à peu près 40 000 euros. D'accord, très bien. Donc, c'est à peu près 40 000 euros. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi 40 000? Parce que souvent, il y en a, ils se disent, mais attends, c'est plutôt énorme. Allez, il retente le 1000, il est bouillant. Ah, va rentrer celle-là, bravo. Déjà, le permis. Le permis, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Parce que l'Everest, c'est quand même la première montagne du monde. Tu imagines bien que le Népal fait fructifier un peu ces sommets-là. La deuxième, il faut imaginer que faire monter quelqu'un à 8800 mètres, il y a des guides, des Sherpas, il y a du matériel, il y a de la nourriture, des moyens de transport, des vivres qui sont acheminés quotidiennement, des dépenses en carburant, des dépenses, les vivres sont ramenés d'hélicoptères. Donc imaginez chaque jour un hélicoptère qui va de Lukla, le dernier village, jusqu'au camp de base. Donc ça, c'est pour vous ramener la nourriture. Bien sûr. Et on n'est pas les seuls, il y a presque 300-400 personnes au camp de base. Donc entretenir tout ça, quand même, ça coûte extrêmement cher. D'accord, d'où justement ce fameux montant. En fait, en gros, c'est pas un montant, c'est pas un voyage comme les autres. Certainement pas. Certainement pas. D'accord, très bien. Certainement pas. Et en tout cas, si vous êtes un sponsor, n'hésitez pas à venir me voir directement en message privé. Farid Hamza, vous pouvez me retrouver directement sur LinkedIn ou même aller voir directement Nessim Achechi parce qu'on est aussi en recherche de sponsors pour pouvoir qu'ils puissent planter ce fameux drapeau de l'Algérie, Inch'Allah. Justement, Nessim,
Qu'est-ce qui t'a donné le goût de la montagne, de l'alpinisme, de vouloir faire l'Everest? En fait, c'est la combinaison d'une histoire personnelle et de quelques événements qui se sont passés un peu plus tard dans ma vie. Il faut savoir que j'avais mes grands-parents qui étaient originaires d'un village juste en bas. Là, on est sur la crête entre le lac Goulmine et le canyon de Thapout Laïnsol. Donc, mes grands-parents, Allah yarhamhum, étaient originaires du village en bas de Ssi Youssef. Et j'allais souvent chez eux en été. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à aimer la montagne, à sortir avec eux, à parcourir des chemins de randonnée dans la forêt et tout. Donc dès le plus jeune âge, en fait, on m'a inculqué ce virus. Après, c'est vrai que dans mon adolescence, je me suis un petit peu éloigné de la montagne. Et c'est un événement quand même qui pourrait sembler malheureux, qui m'est arrivé. Donc en 2011, je pratiquais les arts martiaux et j'ai eu une méchante blessure au dos. Et je me souvenais que mon médecin me disait, si tu veux guérir, il faut marcher. Donc je me suis remis à marcher. Et quel est le meilleur endroit pour marcher mentalement à l'air libre? Eh ben, c'est la montagne. C'est la montagne. Donc je suis revenu à la montagne et de sommet en sommet, comme on dit dans le langage de l'alpinisme, toute montagne il nous fait oublier la précédente. Donc de sommet en sommet, je touche Everest des bouts du doigt. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, Inch'Allah. En tout cas, belle histoire. Et puis en tout cas, Inch'Allah, que tu vas pouvoir planter ce fameux drapeau de l'Algérie. Vous pouvez me suivre aussi sur mon compte TikTok où vous allez voir toutes mes vidéos de l'ascension du Lhotse. Je ne suis pas le meilleur des alpinistes, mais en tout cas, je donnerai toute mon énergie, tout mon engagement et même plus pour atteindre ce projet-là, Inch'Allah. Inch'Allah. Dis-moi Nessim, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'alpinisme? Parce que je sais que tu as envie d'inspirer des jeunes alpinistes algériens en l'occurrence. En fait, le conseil que je donnerais, c'est déjà de pratiquer du sport régulièrement. Et ça, je le donnerai à tout le monde, qu'on veuille faire une carrière dans l'alpinisme ou pas. Ensuite, il faut reprendre contact avec la nature. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Il faut faire des marches de randonnée. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de ce qu'on peut appeler les sports de montagne. Il y a la randonnée simple, c'est une marche sur un terrain plutôt facile. Ensuite, il y a le trekking. Le trekking, c'est à peu près ce qu'on a fait. Voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, c'est du trekking. Et il y a l'alpinisme, donc c'est tout ce qu'on a fait, plus l'escalade, rocheuse et glaciaire. Donc il faut aller, comme on dit, step by step, commencer par une simple randonnée, après faire des circuits de trekking, en parallèle apprendre les bases de l'alpinisme, de l'escalade plutôt, pour pouvoir, Inch'Allah, se lancer dans des sommets toujours plus hauts. Et le reste, c'est la volonté, comme toujours. D'accord. Voilà. Justement, on trouve des clubs d'alpinisme en Algérie? Sur Alger, il y en a 2 qui sont connus. On a l'Essim et Montréal. Ce sont des clubs qui s'entraînent à la salle du 5 juillet. Les gens la connaîtront. Et ce sont des gars franchement extraordinaires. Voilà. J'ai appris quand même la base de l'escalade chez eux. D'ailleurs, je les salue et j'incite les gens à pratiquer l'escalade. Voilà. D'accord. Nessim, tu sais, quand tu fais l'Everest, tu es entouré d'une équipe. Ils sont comment les Sherpas? C'est des surhommes, tout simplement. D'accord. Tu sais, des fois, toi, tu es en galère sur une montée et tout, et puis tu les vois, eux, ils le font les mains dans les poches. D'accord. Tu as un peu la dalle, comme on dit. Mais c'est tout à fait normal. C'est des gens qui vivent dans l'altitude, qui, dès le plus jeune âge, ne font que ça, en fait. Et c'est des gens au grand cœur. Vraiment, ils sont au grand cœur, ils sont toujours là pour aider les gens. Bon, bien sûr, pas tous à 100%, c'est comme dans tout endroit, on trouve des bons et des mauvais. Mais généralement, les Sherpas, c'est vraiment des personnes en or. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, eux, de toute façon, comme ils sont nés là-bas, eux, l'Everest, ils le font chaque année, c'est ça de toute façon. Bon, pas chaque année, c'est pas tous les Sherpas. Attention, pour pouvoir faire l'Everest, quand même, il faut avoir fait, même pour les Sherpas, il faut avoir fait des 5000, des 6000, des 7000. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais ceux qui sont expérimentés, effectivement, l'Everest, par exemple, le Sherpa avec lequel j'étais, il a fait 10 fois le Lhotse. 10 fois le Lhotse? Voilà, 10 fois le Lhotse dans sa vie. Voilà. D'accord, ok. Et vous qui regardez la vidéo, parce que bien évidemment, je l'ai déjà dit, mais vraiment, trouver des sponsors, c'est pas facile, surtout que la somme, elle est quand même assez importante. Donc si vous connaissez de près ou de loin des personnes qui peuvent sponsoriser Nessim, n'hésitez pas à venir vers nous. Et là, celui-là il rentre.